parler et de savoir que nous avons devant nous 34 participants sans pouvoir vous voir, mais je vous souhaite la bienvenue. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Maria Isabelle Niveau. Je suis présidente de la commission juridique de la Chambre. Cette commission a été créée cette année, l'année dernière, pardon, ça a été créé l'année dernière. Et cette année, elle a pris un essor avec l'organisation de webinars, avec l'organisation de publications d'articles dans le domaine juridique et fiscal pour éclairer nos membres sur les sujets d'intérêt en matière d'investissement et des rapports entre la France et le Brésil. Voilà. Aujourd'hui, l'objet de notre webinaire, c'est l'immobilier. L'immobilier, ça attire toujours l'attention. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce que c'est un investissement, ça fait partie de notre vie de tous les jours, c'est un investissement pour le futur. Quand il y a des crises, l'immobilier, la pierre, comme disent les Français, c'est toujours la valeur sûre. Donc, nous aurons ce séminaire, ce webinaire va être divisé en deux parties. La première partie sur le droit immobilier brésilien qui va être présenté par Yuri Pontes, avocat au Brésil, qui a fait ses études en France, des brillantes études, et Monsieur de Ferrandi qui parlera du marché immobilier brésilien. La deuxième partie, Maître Cláudia de Barros, avocate en France et au Brésil, parlera du droit immobilier français, et M. Pensant, il va parler sur les opportunités d'investissement immobilier en France, surtout dans le domaine hôtelier. La France et le Brésil ont tous les deux un système civiliste. Notre code civil brésilien s'est beaucoup inspiré sur le code civil français, mais en droit immobilier, la pratique, même si le droit est semblable, la pratique n'est pas du tout semblable. On ne envisage pas une acquisition immobilière en France comme on le fait au Brésil ou vice-versa, même si dans les deux côtés, on a les notaires, même si les deux côtés, il y a des actes authentiques, etc., il y a des précautions devant être prises dans un pays qui ne sont pas si importantes dans l'autre et vice-versa. Mais je ne vais pas avancer sur ce sujet, c'est à Yuri Pontes et Cláudia Barros de nous en parler. Je voudrais vous dire que vous avez très bien choisi votre semaine du séminaire parce que cette semaine, nous avons eu deux grandes nouvelles en matière immobilière en France et au Brésil. Au Brésil, en Brésil, c'est une nouvelle administrative, en droit administratif, et en France, en droit fiscal. Au Brésil, le Sénat a approuvé un petit peu un sauvette, 44 minutes, un projet de loi pour flexibiliser l'acquisition de terres rurales par des étrangers. Bien entendu, ce n'est pas définitif, c'est l'approbation du Sénat. Maintenant, le projet va à la Chambre des députés. Si la Chambre des députés fait des modifications, qu'elle le retourne au Sénat pour être approuvé. Mais c'est un sujet extrêmement polémique qu'on a à chaque bloc d'année de revirement de situation sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis aux étrangers en matière d'acquisition rurale et en matière d'acquisition sur les terres en frontière. Donc, on parle aussi les terres qu'on appelle de marine. En France, c'est le chemin des douaniers, donc les maisons au bord de la mer. C'est un sujet qu'il y a
des divergences d'interprétation, qu'il y a eu des divergences d'interprétation, qui n'est pas facile parce que, vous savez, les villes ont augmenté, elles ont mangé dans leur superficie des terres qui étaient autrefois agricoles, donc ce sont des terres aujourd'hui urbaines. Par contre, leur classification dans le registre immobilier continue à être agricole. Donc, mais de toute façon, je ne vais pas m'avancer sur ça parce qu'un article sera publié très bientôt au Conjur vous expliquant tout ça. En France, par contre, c'est une nouvelle qui va faire mal à la poche parce qu'il avait une grande discussion d'interprétation de la Convention fiscale France-Brésil si une vente, une plus-value immobilière réalisée au Brésil devait ou non être taxée en France, bien entendu, quand le contribuable était domicilié en France. Il avait des divergences d'interprétation, il avait eu une décision, je ne suis pas fiscaliste, mais notre fiscaliste Arnaud Grosson m'a soufflé qu'il avait eu une première décision d'une cour d'appel qui, au bénéfice de la non-taxation en France, et malheureusement, le Conseil d'État vient de décider qu'une plus-value immobilière est taxée au Brésil et est aussi taxée en France. Bien entendu, il y a le crédit d'impôt, mais la douleur ne s'arrête pas au Brésil, elle continue en France. Ça aussi, comme c'est récent, les deux matières datent de 2 jours, ça sera l'objet d'articles spécifiques qui seront publiés en janvier. Bon, je vous passe la parole, je passe la parole à Yuri Pontes pour qu'il nous explique si on va acquérir un bien immobilier au Brésil, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles précautions prendre, qui on doit le voir. Yuri, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Niveau. D'ailleurs, j'aimerais remercier la Chambre de commerce pour avoir organisé cet événement, à tous les participants et tous les intervenants. Bon, j'ai pris quelque chose ici. Je vais vous faire, je vais vous échanger quelques informations, d'accord, pour qu'on puisse avoir une certaine mobilité et pour comprendre les choses mieux. Bon, je vais parler bien sûr sur l'aspect juridique de l'investissement brésilien. Bon, d'abord, il faut toujours penser qu'il faut faire au Brésil une espèce de due diligence. Ces conseils de faire due diligence sur le bien, c'est important même pour les Brésiliens, même pour les résidents qui sont ici. En raison des particularités que nous avons sur le titre des propriétés, sur la question du propriétaire. Mais une première question et que tout le monde demande et qu'il faut faire, c'est avoir, par exemple, une personne physique étrangère qui veulent venir ici acheter quelque chose, il faut obtenir un numéro fiscal. Ça s'appelle CPF. Et ce numéro fiscal, ça ne vous donne pas, ça vous lie pas sur le droit fiscal brésilien. Hein. Vous n'êtes pas taxable au Brésil par le fait que vous avez eu le CPF. Mais c'est quelque chose d'important pour voir un numéro fiscal qu'on utilise d'ailleurs ici au Brésil pour tout au Brésil. Si vous allez à n'importe quel endroit, si vous allez acheter quelque chose, ils vous demandent le numéro de CPF pour les personnes physiques et ça s'appelle le CNPJ, c'est le numéro fiscal pour les sociétés. Bon, lorsque nous allons acheter quelque chose, il faut d'abord regarder les titres immobiliers, les documents qui lient l'achat immobilier. Nous avons d'abord, si quelqu'un veut faire, je pense acheter, je suis en train de voir, je vais faire une promesse. Si vous faites une promesse par écrit, il faut faire gaffe par rapport aux contenus avec la possibilité de rétractation ou pas. C'est quelque chose à voir parce que nous avons quelques particularités aussi lorsque vous achetez un bien en construction par rapport à une société qui est en train de faire, qu'il a une réglementation par rapport. Si vous dites, je ne veux plus acheter, vous avez déjà signé les contrats, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a, lorsque vous êtes personne physique,
il y a quelques observations. Par exemple, au Brésil, il y a la protection des droits des consommateurs lorsque vous achetez pour vous, personne physique. Et malgré les droits, si vous payez quelques sommes et vous avez signé la promesse, il faut regarder parce que si vous n'êtes plus d'accord, vous voulez résilier, casser les contrats, le vendeur peut rester avec une partie. Et si vous êtes en train de faire ça avec un immobilier, avec un constructeur, il faut bien regarder parce qu'il y a les droits de garder une partie. Il existe d'ailleurs une loi par rapport à ça. Ça, c'est la promesse. Ensuite, si vous voulez vraiment continuer l'opération, d'ailleurs, vous pouvez déjà aller tout de suite l'acte d'achat, un contrat d'achat-vente. Vous pouvez tout de suite aller directement. Et pour être valide, vous devez faire ça devant un notaire compétent au Brésil. Donc, c'est un acte qui va devenir public et on appelle escritura pública, du compra-venda en portugais. Donc, ça veut dire quoi? Ce contrat doit être enregistré. C'est important de voir. Et ensuite, c'est un autre titre, il est plus important, c'est la matricule ou matricule. En fait, il s'agit du titre du bien immobilier. C'est une espèce de DNA du bien immobilier. C'est là qu'on voit vraiment qui est le propriétaire des biens. Il y a plusieurs. Ce n'est pas commun de voir des ventes qui soit qui n'existent pas en matricule parce que le bien immobilier est situé dans la campagne ou des endroits assez éloignés, mais pour être propriétaire d'un bien, il faut avoir une matricule. Il faut voir que votre nom soit inscrit dans la matricule. Ça veut dire quoi? Lorsque vous achetez quelque chose, vous devez vraiment faire un acte d'achat public, signé public et enregistré devant le notaire. Hein. Ensuite, ces contrats d'achat public vont être enregistrés d'un autre notaire. Et c'est le notaire immobilier. C'est où est située la matricule. Donc, en fait, il faut voir le notaire immobilier de la juridiction où est situé le bien. C'est important, en fait, lorsque vous faites la due diligence, voir cette matricule. D'abord, si quelqu'un qui est en train de vendre, c'est vraiment le propriétaire. Si, par exemple, existe des dettes grévées, lorsqu'il y a un litige, selon le cas, la personne qui a une dette sur le propriétaire peut essayer de gréver, d'ajouter cette décision judiciaire, par exemple, dans cette matricule. D'ailleurs, c'est important de voir ça, savoir s'il existe usufruit, s'il a été vendu seulement la nue propriété et que le propriétaire seulement usufruit. Si ce bien il était vendu déjà enregistré comme un bien bâti ou c'est seulement, par exemple, le terrain. Donc, vraiment, c'est quelque chose de voir ça. La matricule, c'est les documents essentiels que toute personne doit regarder, savoir l'intégralité. Et en fait, l'autre point que nous devons analyser, c'est la personne du propriétaire. Les propriétaires, il est important de voir si, par exemple, c'est lui, comme je viens de dire, si lui vraiment, la personne qui vend, c'est vraiment le propriétaire. Si, par exemple, il n'est pas marié, la question du régime du mariage, il y a un impact sur la possibilité de vendre pour demander, si on va demander ou pas, la signature aussi du conjoint, du marié, si selon le régime de mariage. Donc, c'est important aussi lorsque le propriétaire, soit c'est une société, soit il est associé d'une société. Au Brésil, même qu'il y a la limitation, il y a l'indépendance entre l'associé et sa société, donc il y a l'indépendance juridique, il y a quelques cas, par exemple les droits du travail, les droits de consommateur, qui peuvent casser la personnalité juridique qui attend les patrimonies du propriétaire dans des cas très spécifiques et selon une décision judiciaire. Et c'est pour ça qu'il faut faire. Il existe
les certificats, en fait, que nous demandons. Si cette personne a action en justice, nous pouvons demander dans la justice brésilienne, selon la juridiction, savoir les nombres d'actions qui existent ou pas au nom d'une telle personne. C'est un des points clés que nous demandons. Aussi, savoir si l'impôt local, je vais bientôt vous parler, a été payé, s'il y a des dettes à niveau d'impôts locaux. C'est important de voir ces conditions. Encore une fois, vous allez toujours faire l'achat en deux pas. D'abord, pour enregistrer, signer des contrats d'achat devant un notaire. Ensuite, après que ces contrats d'achat aient été signés et enregistrés dans un notaire, vous allez faire l'enregistrement de deuxième notaire. Normalement, c'est automatique qu'il y a des échanges entre les notaires. Bon, par rapport aux impôts, existe le premier impôt qu'il faut faire attention, c'est ITBI. ITBI, c'est l'impôt, c'est le droit d'enregistrement. Lorsque vous allez faire un achat, normalement, c'est le acheteur qui doit payer ces droits d'enregistrement qui s'appelle ITBI. Donc, il faut voir. Et en plus, c'est important de voir les règles et les montants selon chaque ville. Il faut regarder par rapport à ça. Et après, lorsque vous avez le bien avec vous, il faut voir l'IPTU, c'est l'impôt sur la propriété immobilière urbaine. Et comme Madame Niveau a bien parlé, qu'il y a ces conflits-là, parce qu'il y a l'impôt sur la possession d'un bien immobilier, soit bâti, soit un terrain sur un bien situé sur la zone urbaine. Donc, il revient à chaque municipalité fait la taxation une fois par an. Et l'impôt ITR, c'est l'impôt sur la propriété rurale. Donc, il faut vraiment regarder ces conditions, voir s'il y a des dettes par rapport à IPTU, ITR. Et d'ailleurs, l'ITBI, c'est quelque chose qui fait lorsque vous êtes en train de faire l'acte d'achat. Et d'ailleurs, c'est une responsabilité aussi du notaire de veiller que cet impôt a été vraiment payé. Et un point intéressant, c'est que par rapport à l'IPTU, c'est par rapport à chaque municipalité. Je viens de parler et je vous montre quelques taux, en fait. À la base, c'est la valeur vénale de l'opération. Et normalement, chaque municipalité, il y a quelques règles pour fixer la valeur vénale. Ce n'est pas la valeur de marché du bien actuel, c'est toujours moins. Et de temps en temps, chaque municipalité essaie d'augmenter la valeur vénale pour justement avoir plus de fonds. Donc, c'est 1% à la base. Par exemple, j'ai pris la ville de São Paulo, il y a quelques réductions, augmentations selon la valeur vénale et la fourchette aussi des prix. Et d'autres, par rapport aux terrains, le taux c'est un peu plus fort. Nous avons l'IPTU de Rio de Janeiro, c'est 3%, mais il y a possibilité de réduction des montants. Et j'ai pris, par exemple, dans une ville au nord-est, c'est à Fortaleza, c'est une ville très touristique qui existe aussi la possibilité, j'ai ramené quelques taux par rapport le montant de valeur vénale. Donc, c'est quelque chose que vous devez vraiment faire attention, savoir si ces impôts ont été payés. Parce que si l'ancien propriétaire n'a pas payé, ça revient à vous, en fait. C'est à vous de payer parce que c'est une fonction du propriétaire. Vous pouvez avoir ces problèmes aussi. Sans oublier aussi que quand on parle des immeubles, des condominiums, les condominiums au Brésil, c'est assez élevé si on prend en compte en France, parce que normalement, il y a plusieurs services dedans de condominium. Donc, il faut voir si l'ancien propriétaire a acheté ces biens immobiliers. Il faut prendre en compte que la règle générale que l'étranger peut acheter des biens ici au Brésil, la règle générale, bien sûr qu'il a
soit par personne physique, soit par le biais d'une société, mais il y a quelques règles à prendre lorsque, comme Madame Niveau vient de parler, lorsque c'est bien, elle est située dans une zone rurale. Et pour finir, j'ai pensé dans un sujet assez récurrent, c'est par rapport à la possibilité d'y vivre au Brésil ou d'avoir un visa en fonction d'achat immobilier. D'abord, nous avons un visa qui s'appelle le visa investisseur immobilier, c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, il existe la possibilité d'avoir une résidence, même si c'est temporaire, au Brésil lorsque vous achetez un bien immobilier. D'abord, il y a quelques conditions par rapport au montant. En fait, si vous achetez, il ne faut pas voir ces visas temporaires des 2 ans d'ailleurs, mais qu'il est possible de renouveler ensuite après les 2 ans. Et c'est bien, il faut du montant, il faut acheter un bien au moins de 1 million de reais. D'accord? C'est la règle. Alors, ça, c'est par exemple si vous achetez dans la région sud, sud-est. Mais si vous achetez dans la région nord et nord-est, pour les plages, ces montants-là d'un million revient à 700 000 reais. Donc, si vous achetez des biens à partir de 700 000 reais, vous avez la possibilité d'avoir un visa temporaire. Une autre sorte de visa, qui est plus ouvert, c'est lorsque vous achetez, c'est le visa investisseur personne physique. En fait, l'idée, c'est que vous allez investir dans une société. Mais cette société, par exemple, si vous allez utiliser cette société comme un hôtel, ou si vous allez acheter comme une pousada, c'est un petit hôtel, vous pouvez, la société que vous allez acheter au départ, ou vous allez créer, vous pouvez acheter ensuite un bien immobilier utilisé pour votre affaire. D'ailleurs, la personne physique qui achète la société brésilienne ou qui ouvre, il faut investir au Brésil au moins 500 000 reais. En fait, c'est pas cet argent ne va pas à personne d'autre, seulement à votre société. Mais il faut faire tout l'enregistrement auprès de la Banque centrale. Et vous avez raison de cet investissement immobilier, vous avez la possibilité, en fait, d'avoir un pied à terre, même indirectement, par le biais de votre société. Il y a quelques questions aussi qu'il faut faire gaffe. C'est par rapport à la création d'emplois lorsque vous faites l'investissement, lorsque vous faites la demande de visa investisseur personne physique, c'est un visa permanent, c'est avantageux. Il y a quelques considérations à prendre en compte, c'est par rapport qui vous devez ensuite, d'abord vous faites la demande et après 3 ans, il faut faire la confirmation que vous avez vraiment, selon votre business plan, vous avez vraiment fait en sorte que cette visa investissement était vraiment réel. C'est-à-dire si vous avez engagé des salariés que vous avez promis dans votre business plan. Mais pensez que c'est au moins la question de l'argent, 500 000 reais pour investir dans votre société. Bon, en fait, c'est une idée générale que j'ai voulu vous passer, des questions, des points plus importants, mais j'ai voulu vraiment pas trop rentrer dans le détail pour une raison, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui est encore fatiguées pour ce genre de choses. Mais voilà, c'est les questions les plus importantes. Et je vais vous passer les paroles à M. Deforodi. Je vais enlever ma présentation d'ailleurs et qui lui va parler des questions qui connaît d'ailleurs beaucoup sur l'investissement immobilier sur le marché brésilien, surtout à São Paulo, en raison de son expérience. Je vous passe la parole, M. Deforodi. Monsieur Deforodi, une minute avant de vous passer la parole, Yuri, merci beaucoup. C'était un panorama très complet. Il y a une chose il faudrait peut-être attirer l'attention, c'est que au Brésil, le rôle des notaires est plus restreint qu'en France. Et surtout, que les notaires au Brésil ne sont pas séquestres des arts qui sont payés au moment de la promesse. En France, Claudia va nous parler,
de ça, mais au Brésil, les arts, elles restent sauf si on met en place un contrat de séquestre avec une banque, c'est très lourd pour des petites acquisitions et qui ça représente une valeur assez importante de fees. Les arts restent dans la poche du vendeur. Donc, s'il y a un problème, c'est beaucoup plus difficile, si le vendeur n'est pas de bonne foi, de récupérer qu'en France. Voilà, c'est une petite observation sur la différence entre les deux régimes. Monsieur de Feraudy, vous avez la parole. Allô, 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 vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, vous avez la parole, on vous entend. Non, monsieur de Feraudy, vous avez coupé votre micro. Ah, ça a recoupé, c'est revenu? Là, c'est revenu. Voilà. Ok, je vais essayer de ne plus le couper. Écoutez, juste un petit complément, mais décidément, ça coupe ou pas? Vous l'avez, je suis là? Non. Non, c'est bon, vous êtes là, on vous entend. Je suis là, ok. Oui, Donc si je suis là, juste un petit complément, pardon, pour les investisseurs français vers le Brésil. Le rôle des notaires au Brésil est totalement différent aussi des notaires français parce qu'au Brésil, ils sont ceux qui enregistrent les ventes. Alors qu'en France, ils les enregistrent et ça va ensuite au conservatoire des hypothèques, alors qu'au Brésil, chaque notaire contrôle des surfaces pour lesquelles ils sont dépositaires. Je ne rentre pas plus dans le détail et je vais donc à la partie un peu commerciale immobilière. Bon, ce qu'il faut avant tout, pour bien comprendre le Brésil, il faut savoir que celui-ci il est passé de 50 millions d'habitants en 1960 à 210 millions d'habitants dans une période de 50 ans. Donc, quand on parle d'éducation, quand on parle de santé, quand on parle du sujet d'aujourd'hui qui s'appelle l'immobilier, il souffre de forts impacts par ces modifications aussi brutales. Imaginez la France passant de 55 millions en 60 à 210 millions. Nous sommes encore que 67 millions. Ça a des impacts très importants sur l'immobilier. L'immobilier aujourd'hui, c'est l'habitation et le commercial. Le commercial, en résumé, je ne rentre pas dans les détails, ce sont les bureaux, les centres commerciaux et les centres de logistique. Ça, quel que soit l'endroit au Brésil. L'habitation, c'est ce qu'on appelle le vertical et l'horizontal. Un rapide historique, jusqu'en 2007 au Brésil, le financement du bien immobilier dans l'habitation populaire, c'est l'État. Dans l'habitation des autres classes de la société, c'est l'autofinancement, quelques prêts des banques, surtout privés, mais surtout le financement réalisé par les propres constructeurs sur des financements d'assez longue durée. Après le boom commercial, et pourquoi il se crée, compte tenu des recettes liées à l'une des grandes forces du Brésil en 2007, 2008, 2009, la grande recette, ce sont les commodities. À la suite de nombreux succès, il y a une demande monumentale dans le domaine de l'immobilier. Il faut savoir qu'il manque environ 8 millions d'habitations sur le Brésil. Cette demande monumentale crée une croissance considérable des constructeurs. Grâce à cette croissance, ils rentrent dans le fil de la guerre de l'immobilier, à savoir son financement. Par des IPO qui ont lieu entre 2007, 2008 et ils auront lieu jusqu'en 2014, des sommes considérables de l'épargne des Brésiliens est tournée donc vers le financement de ces constructeurs, ce qui leur permet de se développer d'une manière importante, mais ce qui a aussi un mal, à savoir par l'existence de liquidités très importantes dans les caisses des constructeurs, il se crée une inflation sur les terrains, sur la main-d'œuvre et sur tout ce qui touche à l'immobilier, qui crée la future bulle de 2014. 2014, où tout s'arrête de nouveau. Cette bulle, elle est créée par quoi? En 6 ans, nous avons une croissance tant en volume qu'en production d'environ 300% sur 6 ans. Ces 300%, ça se révèle dans la valeur des loyers commerciaux, dans la valeur des
des habitations qui passent très facilement de 2000 réaux. Je parle en 2008 d'un réal qui correspond plus ou moins à 2 réaux correspondent à $1. Hein. Mais durant cette période, donc, la valeur des terrains à peu près partout, mais dans la cité de Saint-Paul et l'État de Saint-Paul, qui représente environ 40% de l'économie brésilienne, on passe de 2000 à 6000. Donc, tous les biens immobiliers ont une revalorisation très importante. Donc, la création d'épargne pour les constructeurs afin de se développer crée aussi des modifications qui sont l'engeance, en fait, et qui caractériseront la crise de 2014, à savoir un surendettement des ménages, voire des opérations immobilières, qui étaient donc basées sur ces financements des constructeurs et aussi sur ce qu'on appelle des fonds immobiliers qu'ont créés les banques pour redistribuer les risques qu'elles assumaient, ou tout simplement, ces fonds étaient émis par les constructeurs et gouvernés, on va dire, par les banques, qui les repassaient à des investisseurs particuliers. L'ensemble de cette croissance a créé la bulle de 2014, à la suite, dans le même temps, d'une récession liée à l'absence de ces commodités en grand nombre vendues, donc à l'absence et à une diminution très forte de la demande de biens immobiliers. C'est le boom. Et le boom, ça veut dire on passe dans un grand nombre d'endroits à des situations de 32%, voire 40% d'immeubles vides. C'est encore plus vrai dans le domaine du commercial, donc des bureaux, et des centres de logistique. C'est un peu moins vrai dans l'immobilier résidentiel, néanmoins, plus de 50% de la classe dite économiquement faible, aujourd'hui, ne paie plus les immobiliers qu'ils ont achetés pendant cette période et pour lesquels ils se sont engagés dans des crédits qui, à 2000 par mètre carré, représentaient 15 ans et aujourd'hui représentent 35 ans. Donc, ça caractérise un endettement considérable et qui interdisent, si je puis dire, tous nouveaux investissements de ces catégories de personnes qui sont très endettées. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la crise de 2014, on va dire à 2019? Pendant cette période, les immobilières, donc les grands constructeurs, souffrent parce que la loi brésilienne à l'époque permettait qu'on leur rende les immeubles avant que l'immeuble soit construit, terminé, avant qu'on ait remis la clé aux acheteurs, et dans des conditions où ils devaient quasiment rendre la totalité de l'argent qu'ils avaient reçu pendant cette période. Donc les constructeurs sont fortement affaiblis. Cette loi a été un peu changée au cours de 2018-19 et permet aux constructeurs d'avoir du temps et de s'indemniser au moins sur leurs dépenses liées à ces immeubles qu'on appelle les distratos, pour ceux qui connaissent bien ça au Brésil. Et les distratos ont complètement déséquilibré le marché. On a vu par exemple sur le marché de Saint-Paul, il se vend plus ou moins, où les IPO, on va dire, de 2008-2012 ont représenté environ 50 milliards de réaux. Il y a eu des retours immobiliers encore entre 2014 et 2019 de l'ordre de 20 milliards de réaux. Donc, on déstabilise complètement les constructeurs. Donc, entre 2014 et 2019, quel est le marché immobilier? Le marché immobilier, ce sont des acheteurs et des vendeurs qui se mettent qui se correspondent, si je puis dire, pour acheter ou des fins de programme que les constructeurs ne veulent pas relancer, parce que relancer une fin de programme lorsque vous vendez 10 appartements sur une opération de 60 ou 80 appartements, on ne peut pas remettre en place tout le système de vente. Donc, les constructeurs bradent. Ça, c'est le marché de 2014 à 2019. Et d'autre part, pendant cette période, il y a ces dévolutions d'immeubles qu'on rachète à vil prix auprès des constructeurs, les distratos, mais avec un élément que Yuri a très bien souligné tout à l'heure, à savoir le risque juridique et fiscal sur les vendeurs. Et pendant cette période où beaucoup de personnes se retrouvent dans une instabilité chronique financière, des constructeurs disparaissent, des grands constructeurs disparaissent, et ces grands constructeurs, lorsque leurs biens sont mis sur le marché, certains les achètent sans
la due diligence, et on leur reprend l'immeuble, et ça peut durer très longtemps, cette reprise, dès lors qu'il y a des dettes liées à l'immeuble acheté par le nouvel acheteur. Donc, on en revient à Yori, c'est très important de faire des due diligence. Allons au point positif. Fin 2019, perspective immobilière excellente au Brésil, avec une nouvelle croissance. Tout repart comme avant 2014. On a des nouveaux IPO des constructeurs, donc des financements des acheteurs par les vendeurs. Même le Corona ne diminue pas cette croissance immobilière. Elle la stabilise pendant 2 ou 3 mois, mais par contre, elle élimine totalement le marché de l'immobilier commercial. Elle ne diminue en rien l'habitation. Donc, il y a aujourd'hui encore une très forte demande en habitation. Beaucoup de constructeurs qui construisent. Sur la seule ville de Saint-Paul, il y a 1000 dossiers qui ont été approuvés par la mairie de Saint-Paul. 1000 dossiers, ce sont 20 à 25 000 unités disponibles pour les quelques mois à venir ou quelques années à venir, dépendant du marché qui va se créer pendant cette période. Alors, opportunité pour les investisseurs étrangers et brésiliens sur ce marché nouveau. C'est un marché, très bon marché pour l'investisseur étranger parce que nous avons un euro à 6. Un rendement supérieur au marché financier à court terme, qui est un plus pour les gens, se retirer du court terme et s'investir dans l'immobilier, surtout pour ceux qui ne prennent pas le risque de la bourse, qui est favorable. De nouveaux lancements dont j'ai pu parler grâce aux nouveaux IPO, une espérance de croissance significative en 2020, T1, et un nouveau choc mondial des commodities, agricoles et minières, qui créent des richesses nouvelles au Brésil et qui permettent de développer de nouveau ce marché de l'habitation, j'insiste, surtout de l'habitation. Le commercial est en berne, j'estime encore pour 2 ou 3 ans, très probablement. Donc, et on voit, quand je vous parlais des commodités agricoles, l'année 2020 est une année excellente en commodités agricoles puisque payée en dollars. La croissance immobilière habitationnelle dans les zones agricoles est considérable et peu de gens arrivent à y répondre. Donc, une nouvelle inflation sur la valeur des biens. Pour en terminer, une règle, sécurisez vos investissements par une vraie recherche des risques sur les vendeurs, juridiques, fiscaux, patrimoniaux. Ce n'est pas faire de la publicité à Yuri que dire engager un avocat ou un juridique spécialisé dans ce métier. Il y a d'excellentes négociations possibles au Brésil. Il y a d'excellents immeubles. Il y a de forts risques si on ne fait pas attention. N'oubliez pas, sur une période de 20 ans, on peut perdre un immeuble 10 ans après l'avoir acheté si on n'a pas mesuré ces risques. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le marché immobilier en général. Juste à titre d'information, ça fait 30 ans que je vis au Brésil et notre spécialité, c'est de faire des lotissements, de faire des habitations et de faire des commerciales verticales qui sont en général louées ou vendues pour tout ce qui traite de l'habitation. Je vous remercie beaucoup. Je pense que j'ai tenu les 12 minutes. Voilà, c'est nous qui vous remercions de ce panorama très complet et très historique. C'est très important de comprendre le contexte et d'avoir quelqu'un sur le terrain qui connaisse les aspects commerciaux, quelqu'un qui a vécu ce marché pour attirer l'attention sur les points forts et les points faibles des transactions immobilières au Brésil. Vous avez bien dit, il faut faire très attention parce que il y a des régions au Brésil où les terres ne sont pas régularisées, où il n'y en a pas de registre, où ce qui est vendu, c'est la possession de la terre, c'est même pas l'usufruit, c'est la possession de la terre. Il y a la région de Trancoso ou Itapari qui est très connue pour avoir des zones comme ça. Donc, faire très attention pour ne pas même y regretter, mais avec une diligence bien faite, tous ces problèmes peuvent être évités. Voilà, on passe maintenant au côté français, qui est beaucoup plus carré,
qui est très rodé avec ses acteurs, avec ses règles. Donc, Claudia va nous exposer comment ça se passe en France, une acquisition immobilière. Claudia, vous. Bonjour à tous. Donc, je suis connectée. Bonjour à tous, vous m'écoutez? Oui, 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 Claudia. on écoute bien. On vous Ok. écoute bien. Ok, donc bonjour à tous. Je peux vous demander, Rose, combien de personnes nous écoutent encore? Une seconde, nous avons 42. Très bien. Donc, je tiens à remercier à la Chambre du commerce. Il y a Yuri qui a eu l'idée d'organiser cet webinaire avec des titres de l'immobilier. À Isabelle Niveau aussi qui nous présente tous. Il fait que cela soit bien agréable pour tout le monde. Donc, voilà, j'ai les rôles. On est en tant qu'avocat franco-brésilienne, inscrite au barreau de Paris, de São Paulo. Je connais très bien les marchés immobiliers des deux pays au niveau de la technique juridique et les commerciales. Je me fais toujours appuyer par des professionnels du commerce immobilier. Donc, ce que je souhaite vous dire, c'est parler un peu de la technique d'achat et de vente des biens immobiliers en France. Je voulais aussi remercier les cabinets Luz Moreira qui m'a accueilli pour faire cet webinaire dans très bonnes conditions. Voilà. Donc, je voulais vous parler tout d'abord de la technique du mandat des ventes et du mandat des recherches. C'est un moyen par lequel, selon moi, nous devons commencer toute recherche et tout souhait d'acquérir un bien immobilier. Et pourquoi? Parce qu'un mandat, il va vous permettre vraiment de cibler les biens que vous souhaitez acheter ou vendre. Et cela, ça vous mettra dans la main déjà des professionnels du milieu, c'est qui va garantir une transaction assez détendue parce que vous allez être rodé déjà par des gens du milieu du début à la fin. Donc, vous pouvez signer ces mandats des ventes ou des recherches pour un avocat. Depuis 2011, l'Ordre des avocats de Paris a accordé à nous, avocats parisiens, cette possibilité de recevoir un mandat de vente de recherche de nos clients, ce qui est interdit dans presque tous les autres barreaux. Au Brésil, c'est interdit, au Portugal, c'était interdit. Donc, cela, c'est... Donc, voilà. Je voulais vous parler de cette possibilité de donner un mandat des ventes de recherche à un avocat. Une agence aussi, nous connaissons tous, c'est un professionnel détenteur de la carte de transaction, la fameuse carte T française, dont les cadres juridiques pour ces personnes qui sont formées et qui détiennent la carte T est très, très carré. Donc, si vous avez en face des bons professionnels détenteurs d'une carte T, que ce soit en agence ou en conseil, vous êtes aussi dans de bonnes mains. Après, vous pouvez vous l'acheter aussi d'un particulier, il y a même un site, un journal du particulier au particulier, un ami ou quelqu'un de la famille. C'est vraiment un choix particulier, mais je vous conseille aussi d'être quand même entouré de quelqu'un pour vraiment regarder ce qui vous êtes en train les biens immobiliers dont vous regardez en détail les papiers des ventes de ces biens immobiliers. L'autre possibilité aussi, c'est d'acheter chez un juge. Ça m'est arrivé en été. J'ai acheté pour un Brésilien un hôtel qui était placé en procédure de liquidation. Il n'était pas encore aux enchères. C'était juste. Donc, c'était très intéressant. Nous avons fait cet achat, moi et mon client, directement dans le juge, donc chez un juge à Bergerac.
un hôtel qui était fermé depuis 3 ans. Donc, il était très, très satisfait de son achat. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu vous préciser que cette possibilité existe également. Hein, c'était les juges, tout était géré, bien évidemment, par les liquidateurs où étaient placés ces biens immobiliers. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous parler aussi des les 4 ou 5 documents dont on utilise, que ce soit dans l'achat résidentiel ou dans l'achat commercial. C'est la LOI, la lettre d'intention, hein, Letter of Intent, comme c'est dit en anglais. Et ces documents, c'est une technique plutôt utilisée dans l'achat commercial. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être il y a des gens qui ne le savent pas vraiment qu'est-ce que c'est cette fameuse LOI. En fait, c'est une lettre d'intéressement dans laquelle on peut déjà avoir quelques éléments du dossier qui nous permettra d'avoir une analyse pour voir vraiment si ces biens immobiliers nous intéressent ou pas. D'accord, donc on vous propose un bien immobilier dont vous signez en LOI juste pour pouvoir accès à quelques documents. Normalement, cette LOI, elle a aussi signé un NDA parce qu'on a beaucoup de propriétaires, notamment des très beaux biens parisiens, aussi dans les commerciales ou dans l'hôtellerie, comme on verra en détail avec Erwan tout à l'heure. Les propriétaires, ils sont très, très discrets, donc ils veulent que ça soit signé en NDA pour éviter toute vulgarisation du bien immobilier. C'est qui ça revient quand même à une perte. C'est une perte des valeurs qu'on aime bien, ça reste dans les marchés très longtemps, ou qui est vulgarisé, c'est-à-dire les dossiers dans les mains de tout le monde. Donc voilà. Oui. Ensuite, il y a encore ça c'est pour le résidentiel, pour les commerciales, c'est l'offre d'achat. Donc l'offre d'achat, c'est un classique par les biais. C'est un document classique dont la signature vous engage. C'est une manifestation d'intérêt, d'accord? Une manifestation d'intérêt de l'acheteur. On allait plus loin dans la transaction. Il reste quand même un document unilatéral où juste seulement l'acheteur signe. Et on aura aussi d'autres documents qui seront présentés pour roder les biens immobiliers dont nous sommes intéressés. Dans cette offre d'achat, déjà, à titre commercial, il y en a quand même un certain nombre d'éléments d'informations très importantes, telles qu'on peut demander s'il y a une autorisation de construire émise, déjà pour les biens immobiliers dans les cas d'une volonté de faire des travaux sur les biens immobiliers, ou encore demander s'il y a la possibilité de la préemption de la mairie sur les biens immobiliers pour lesquels on a envie d'acheter. Donc, cette offre d'achat, déjà, elle cale un peu la situation. Et dans un délai, une fois signé l'offre d'achat, nous avons déjà un engagement qui est prévu, un délai prévu dans cette offre d'achat pour passer à la promesse des ventes ou au compromis des ventes. Donc, ces deux autres documents, ça reste quand même dans un cadre beaucoup plus formel déjà, dont on nous faut engager, faire les marches en arrière, ça reste quand même plus difficile. Donc, je vais vous donner une différence rapide entre les compromis et la promesse. Il y a une certaine confusion sous ces deux documents. Pour ceux qui ne savent pas, les compromis, et là, elle est réputée comme la cession, elle est déjà acquise lors de la signature. Parce que pour revenir en arrière d'un compromis, vous allez être obligé de demander à un juge de revenir en arrière de cet acte. D'accord? Il est réputé
en étant comme un acte définitif. Donc, la suite aurait été que la régularisation de cet acte par le biais de l'acte définitif devant le notaire. Encore que les compromis, nombreuses fois, il est déjà signé devant les notaires. La promesse, elle peut se donner plus facilement sans passer par les tribunaux. Lorsque cette promesse, et on a des conditions de promesse qui n'ont pas été respectées. Et je reviens toujours dans les commerçants classiques, tout ce qui s'appelle des mairies pour l'autorisation des travaux ou la préemption. Et aussi, ce sont des clauses qui sont mises dans ces contrats qui, une fois que ces clauses n'ont pas été respectées, donc on peut demander on a les droits de la rétractation. Voilà, qui normalement est de 10 jours suite à la signature d'un compromis ou d'une promesse. Il faut dire aussi que cette promesse et ces compromis de vente engagent fortement, pas simplement l'acheteur qui donne entre 5 et 10% dans la compte qui sera versé chez le notaire, mais aussi du côté du vendeur, parce qu'il n'a plus le droit de proposer ses biens à d'autres prétendants, à d'autres acheteurs. On reviendra sur ces sujets si vous avez des questions. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous parler de la due diligence équivaut à audit immobilier. Donc, la due diligence très, très importante dans tout achat immobilier. Donc, je place cette analyse, je ne vais pas être très longue là-dessus, avec un regard sur les passés du bien et sur les futurs du bien, pour pouvoir bien contrôler la situation qui sera mise en place pour l'acquisition future. Donc, il faut regarder ce qui s'était passé dans les passés et dans les futurs du bien. Donc, pour un achat commercial, le nom des actionnaires, la répartition des actions, la liste des dirigeants, les informations comptables, les déclarations d'impôts, l'état financier dans plusieurs années de ces biens, les vices administratifs et l'état du réseau, les projets d'urbanisme qu'il y a à la ville au moment de l'achat. Après, il y a l'amiante, les termites, toutes ces choses-là, ça reste aussi pour l'achat résidentiel. Donc, je vais vous parler maintenant du choix du bien. Donc, nous nous adressons très régulièrement à la Chambre du commerce du Brésil en France, que ce soit pour des Brésiliens qui veulent investir en France ou des Français qui veulent investir au Brésil. Donc, je me dirige à ces personnes-là en étranger, qui la vie d'un étranger dans un pays, elle n'est pas souvent très facile. Donc, on peut opter pour un achat résidentiel. Et donc, un étranger il a la possibilité d'investir dans un bien résidentiel en France, que ça soit pour habiter ou pour louer. Donc, dans un bien commercial, il pourra les louer et travailler s'il y a un visa qui lui permet de travailler en France. Il pourra aussi investir dans un bien immobilier en titre. Nombreuses banques proposent des investissements basés sur des SCI, des grandes SCI. Ça reste quand même un placement boursier en titre et en étranger. Et il peut aussi investir dans l'immobilier à ce niveau-là. Donc, je vous ai parlé rapidement de résidentiel, commercial et un titre pour les choix du bien d'investissement. Donc, il y a un grand classique en France, c'est un choix utilisé par les Français et il peut être aussi utilisé par les étrangers.
lors de l'achat d'un bien immobilier en France en choisissant de placer ces biens sur un SCI. C'est tout simplement décortiquer c'est transformer cet achat immobilier en société. Donc, il y aura des parts sociales. L'achat d'un SCI doit être lié à la création d'une société qui va exploiter cette SCI. Parce qu'elle n'a pas vocation commerciale, la SCI. Elle a une vocation qui est à détenir les biens immobiliers. Donc, une société en SARL, en SA, elle va pouvoir explorer en tant que commerce cette SCI. Et cela, il y a un certain nombre d'avantages. Une d'entre elles, c'est séparer ses biens propres, ses biens privés de cette SCI qui sera un bien immobilier placé en société. Et aussi, faire des travaux pour cette nouvelle acquisition qui a été placée en SCI et amortir, et aussi passer les travaux, les frais professionnels et l'intérêt des emprunts lors de l'activité commerciale. Donc, ces deux sociétés, la SCI et la SARL ou SCA, elles vont fonctionner ensemble, ce qui permettra une rentabilité supérieure qu'un achat résidentiel classique. En plus de la SCI, elle aura des droits de mutation un peu inférieurs à un achat classique, sauf pour les biens, les nouveaux biens, les biens du nouveau, je voulais vous dire du nouveau. Un autre avantage aussi, ce sont des avantages fiscaux lors de la vente après 20 ans de la SCI. Là, ça va diminuer énormément la plus-value, l'impact de la plus-value sur le prix de la cession. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grandes familles en France qui créent la SCI, comme ça, on profite déjà pour laisser ça à ses enfants. Il y aura une grande diminution des droits des mutations. Donc, il y en a aussi le thème du transfert international. Donc, c'est un transfert international entre les deux pays. Normalement, ça se passe tranquillement. Si on a une banque, on compte dans un pays, dans un autre. Sinon, aujourd'hui, ici, on a des cartes de paiement qui sont toujours liées à des banques dépositaires du montant de l'achat, par exemple. Dans certains cas, notamment en France, où ça se passe par un juge, on pourra demander de remplir un dossier très clean où on s'engage personnellement en toute transparence de la source de l'argent dont on utilise pour l'achat immobilier. Donc, les frais des notaires, pour n'être pas très longués, parce qu'en plus, il fallait parler des chiffres, c'est toujours un peu pénible dans nos webinaires. Pour un achat classique en France, les taxes et les impôts sont toujours très centrés chez les notaires. Donc, ces droits de démonstration en France, pour un achat classique, il va d'environ de 7,8% pour l'ancien et 2,3% pour l'immobilier neuf, donc c'est-à-dire environ 10% des taxes et d'impôts pour les droits de mutation. Pour une SCI, c'est là qu'on a quelques avantages pour les droits de mutation. Et à la fin, vous allez avoir 4-5, ça va s'approcher des 7,8%. Donc, c'est là, ça dépend des régions. C'est un calcul vraiment à faire au moment de l'achat. Pas la peine de calculer en détail avant. C'est vraiment au moment de l'achat que vous allez voir selon la région, parce que ce sont des taxes départementales, basées sur la valeur de l'investissement. Il y a la taxe communale et il y a les prix de l'achat qui sont reversés à l'État.
Donc, cela, ça va jouer entre 8% et 10% si c'est un achat classique ou un achat en société. Je vais vous parler des commissions vite fait parce que tout ça, ça monte. Les prix de l'immobilier, pour faire une acquisition immobilière, ça devient quand même très, très cher. Donc, si vous passez par une agence, les prix, la commission basée sur les prix de l'immeuble, du bien immobilier que vous allez acheter, elle peut être entre 1%, d'1,5% jusqu'à 7%. Voilà, c'est très, très variable. Plus les biens ont une valeur importante, plus la taxe, elle diminue. Donc, cette commission, elle est appliquée par les agents immobiliers et par les avocats. Et tout cela vous donne une garantie professionnelle lors des vices, de tout type de vices futurs que vous pouvez trouver dans ces achats immobiliers. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre patience. Et je vous présente Erwan Pinson, un expert en immobilier résidentiel et commercial. Donc, je lui passe la parole, sauf si Marie-Isabelle veut dire aussi un petit mot. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup de ce panorama. C'est vraiment difficile. L'acquisition immobilière, même si elle fait partie de notre quotidien pour les résidentiels et encore plus l'acquisition immobilière professionnelle, ce sont des opérations complexes qui il y a beaucoup d'intervenants dans ces opérations, les banques qui font les financements, les avocats qui assistent les clients, qui constituent des sociétés, les sociétés civiles immobilières, les agents immobiliers, les notaires. Un petit mot pour dire que la législation française est très protectrice aux particuliers acquéreurs. Et elle est très sévère, pas sévère, mais elle responsabilise le professionnel vendeur. Quand le vendeur est une personne physique non professionnelle, il ne doit pas certaines garanties, étant donné que le professionnel, il doit certaines garanties à l'acheteur. Et il y a deux systèmes de protection du consommateur. L'une, c'est la dite loi Ex-Scrivener, que protège les acquéreurs qui veulent faire appel à un prêt pour une acquisition immobilière. Et ils peuvent renoncer à cette acquisition et récupérer les arts si le prêt n'est pas octroyé. Par contre, c'est une protection qui est renonçable. L'acheteur peut renoncer à cette protection. Par contre, la deuxième, c'est le délai de réflexion, le délai de rétractation de 10 jours à partir de la notification de la signature de promesse. C'est une protection que l'acquéreur ne peut pas renoncer. Comme Claudia a très bien dit, l'acquisition immobilière des particuliers et l'acquisition immobilière commerciale ont des aspects totalement différents. De même va pour les SCI. Les SCI, Sociétés civiles immobilières, c'est un véhicule très utilisé en France. Elles ont deux régimes. Si elles sont des SCI familiales pour un véhicule d'organisation professionnelle pour détenir le bien, c'est très utilisé pour faciliter les successions, etc., qui ont un régime fiscal de personnes physiques, et les SCI qui sont soumises à l'IS, donc à IRPJ brésilien, qui, elles, ont un régime de société proprement dite. Mais c'est vrai que l'immobilier, c'est un sujet qu'on pourrait passer des heures à en discuter, mais on n'a pas des heures à en discuter. Donc voilà, je passe la parole à M. Pinson qui va nous parler un petit peu d'un marché très spécifique, c'est celui de l'hôtellerie. Merci beaucoup à tous et surtout, je voulais commencer par remercier la Chambre de commerce, bien évidemment, de m'avoir laissé la parole sur votre webinaire. Effectivement, je vais vous parler de l'investissement immobilier
de rendement. Donc, je vais essayer de vous projeter quelques instants. C'est bon, vous devriez voir les choses correctement. Donc, je vais commencer par vous faire un petit point de situation sur l'immobilier en France. On vient de vivre des moments un petit peu difficiles en 2020 avec cette crise sanitaire. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit résumé sur ce qui se passe actuellement sur le marché résidentiel, qui a forcément un petit peu souffert de ces crises successives de confinement, mais qui a quand même bien résisté, puisqu'on a enregistré sur l'année 2020 qu'une chute de volumétrie que de 13%, ce qui est quand même relativement raisonnable, et tout en maintenant les prix, puisque les prix ont quand même cru de 5,2% cette année. Donc, la pierre, tout à l'heure, je crois que c'est Yuri qui parlait de la stabilité de la pierre en France. Elle a effectivement joué son rôle, c'est-à-dire que par rapport aux autres places européennes, on a toujours tendance à moins dévisser dans les crises immobilières. Je prends par exemple Londres, qui a souvent tendance à monter de façon un peu plus vive que Paris, et qui redescend toujours de façon un peu plus drastique. Là encore, sur cette crise immobilière, on a réussi à contenir la baisse à 13% de diminution de volume, et tout en maintenant les prix. Le neuf, lui, a particulièrement souffert, mais il n'a pas souffert, contrairement à ce qu'on peut croire, de la crise immobilière. C'est que les 2 dernières années étaient une des périodes électorales en France, et qu'il est d'usage depuis quelques années maintenant que lorsque les élections municipales arrivent, les permis de construire deviennent des sujets délicats pour les maires, et ils préfèrent ne plus accorder de permis de construire, ce qui fait que la volumétrie dans le neuf diminue. Et la mauvaise nouvelle pour les promoteurs, c'est que, vous avez peut-être remarqué, mais il y a eu une crise, une vague verte plutôt, qui a envahi les mairies, et qui ont commencé par remettre en cause les permis de construire qui avaient été accordés par leurs prédécesseurs. Alors déjà qu'ils n'avaient pas accordé grand-chose les 2 années précédentes, le fait d'avoir une nouvelle municipalité qui remet en cause déjà le travail du passé fait que les promoteurs aujourd'hui sont en manque de dossiers, et ce qui fait qu'il y a très peu d'appartements en stock à la vente. Et pour finir, effectivement, la crise du Covid a suspendu une partie des travaux, ce qui fait qu'il n'a pas amélioré la situation des stocks, puisque les appartements qui auraient dû être livrés début 2021 et qui étaient probablement déjà vendus ne le seront pas. Et du coup, les ventes ont été cassées, et certainement que ces clients se sont rabattus sur de l'ancien pour pouvoir se loger. Donc, on est dans une crise, une petite crise là, au niveau du neuf, qui va certainement continuer à perdurer pendant encore au moins 1 an, avant de retrouver des couleurs plus satisfaisantes. Donc, ça explique pourquoi le neuf en France, pour l'instant, souffre. Alors, au niveau investissement, en résumé, la pierre française est toujours aussi intéressante, toujours aussi stable. Paris, les grandes villes, encore plus. Il faut faire attention lorsqu'on parle résidentiel. Si c'est du résidentiel pour des raisons d'agrément, pour sa satisfaction personnelle, la pierre est intéressante. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, depuis quelques années, les municipalités mettent en place des politiques d'encadrement de loyer qui rendent de plus en plus difficile dans les grandes villes, notamment Paris, où l'immobilier est assez élevé, les loyers encadrés étant trop faibles, la rentabilité n'est plus à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, et n'arrive même pas à rembourser dans certains cas les charges emprunts compris. Donc, il faut faire attention, l'investissement dans le résidentiel n'est pas forcément un outil intéressant pour le moment, sauf si c'est pour des raisons d'agrément. Au niveau marché de bureaux et d'activités, là, c'est un marché qui effectivement a beaucoup souffert par la crise sanitaire,
puisque la volumétrie a chuté de 46% depuis le début de l'année. Et ça, par rapport aux 10 ans, à la moyenne de ce qui vient de se passer des 10 dernières années. Donc, un dévissage important, tout en ayant un maintien des prix locatifs, hein, puisqu'on a même enregistré une petite hausse de 3%. Mais il faut bien comprendre que le marché des bureaux va rester certainement encore, va encore souffrir encore au moins pendant 12 mois avant de repartir dès que le déconfinement sera annoncé. Les ténors du Conseil et les prévisionnistes n'ont aucun souci, ils ne se font aucun souci pour la reprise de ce marché à horizon 2022. La demande de bureaux étant toujours aussi forte, on pense que dès lors que l'activité reprendra, la chute de 46% dont je vous parlais tout à l'heure ne sera certainement balayée assez rapidement. Voilà. Au niveau de l'activité hôtelière, alors ça c'est un marché assez particulier parce que c'est un marché qui est très résilient, c'est-à-dire qui a la particularité de subir directement, comme le marché de bureaux, le Covid a arrêté forcément, le confinement a arrêté tout le marché de l'hôtellerie depuis le mois de février mars 2020. Donc bien évidemment, c'est un secteur qui souffre. Mais c'est un secteur qui reprend, dès lors qu'on déconfine, qui reprend très rapidement. Le premier déconfinement l'a bien montré, c'est-à-dire que dès le mois de juin, l'hôtellerie française littorale, poussée par l'activité touristique, a réussi à rebondir de façon étonnante, largement plus que l'activité parisienne, à un tel point s'il n'y avait pas eu le deuxième confinement en France, on aurait certainement pu préserver, pour l'activité littorale et montagne, on aurait certainement pu préserver des chiffres satisfaisants sur l'année 2020. Donc, un marché qui souffre, certes, mais qui repart très rapidement dès qu'on libérera, en fin de compte, le confinement. Alors, l'autre raison pour laquelle le marché de l'hôtelier est aussi un marché résilient, c'est que la caractéristique, et ça ne date pas d'aujourd'hui, déjà après-guerre, le marché hôtelier était réputé comme stable, tout simplement parce que quand un hôtel s'installe dans un immeuble, en général, il s'installe pour 15 ans au minimum. On n'a jamais vu un hôtel déménager, quitter un immeuble pour en prendre un autre. Et quand un hôtel s'installe dans un immeuble, on peut envisager un changement de propriétaire, on peut envisager un changement d'exploitant, on peut même envisager un changement de marque, passer de Novotel à Holiday Inn par exemple. Mais il est certain que le propriétaire du mur aura toujours face à lui un bail commercial pour couvrir ses murs. Donc, dans le temps, il était convenu, par exemple, sur la place de Paris, que quand sur des bureaux, on arrivait à gagner 5 à 6% de rentabilité, on se satisfaisait assez facilement de 3% de rentabilité sur les murs. Bon, maintenant, ça, c'est une période révolue. Les rentabilités des murs d'hôtels sont aussi bonnes que les rentabilités de bureaux, mais n'empêche que la stabilité de l'activité, la résilience de l'activité font que c'est un marché rassurant pour l'investisseur. Alors, il est d'autant plus rassurant que le marché de l'hôtellerie est porté, on va dire, par deux grands mondes, le monde du tourisme et le monde professionnel, c'est-à-dire les entreprises qui viennent utiliser les chambres d'hôtel pour héberger leur personnel en déplacement dans nos régions, mais également les activités qu'on appelle de séminaires, dans le jargon on appelle ça MICE, M-I-C-E. Et ces deux grandes activités drainent en fin de compte le marché de l'hôtellerie. L'activité tourisme en France est la première activité mondiale au niveau touristique. Ce qui fait que quand bien même le marché est en train de souffrir énormément au niveau mondial sur le tourisme, dès lors que ce marché va se libérer, avec l'arrêt du confinement, inévitablement, la France fera partie des premières à rebondir en utilisant, en fin de compte, ce levier. Et comme le marché du tourisme
est colossal et les évaluations jusqu'à 2030 pour la décade qui s'annonce sont particulièrement favorables. La France en tirera forcément parti. Aujourd'hui, on est à peu près à un peu moins de 90 millions de tourisme en France avant le Covid. Très probablement qu'on aurait dû atteindre ces 90 millions s'il n'y avait pas eu cet arrêt, ce coup de frein. On devrait atteindre probablement les 120 millions à horizon 2030. Donc, inévitablement, c'est un marché porteur, c'est un marché qu'il faut servir et qui saura rebondir très rapidement. D'autant plus que, en dehors de l'aspect rebond dont je parlais tout à l'heure, il s'avère qu'il y a un événement important qui aura lieu en 2024 en France, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, qui va forcément booster l'hôtellerie française et parisienne pour relancer encore plus vite la machine de guerre. Donc, voilà pourquoi le monde de l'hôtellerie, l'investissement dans l'hôtellerie est certainement un vecteur porteur pour les 10 années à venir. Ça, je vous l'ai présenté. Excusez-moi, je suis revenu en arrière. Excusez-moi. Alors ensuite, une fois qu'on a parlé d'hôtellerie, la question c'est de savoir sur quoi investir, où investir et comment le faire. Alors au niveau investissement, il s'avère que l'hôtellerie sur laquelle la France est la plus en déficit s'avère être l'hôtellerie 4 étoiles. Les Espagnols ont su investir sur cette hôtellerie de luxe un peu plus tôt que nous, et notre parc français est en déficit d'hôtels 4 étoiles au profit d'hôtels 2 et 3 étoiles qui sont, alors ça tombe bien, c'est peut-être l'hôtellerie qui va redémarrer le plus vite puisque c'est l'hôtellerie d'affaires qui va redémarrer le plus vite dès lors qu'on va déconfiner. En revanche, si on veut pouvoir servir le marché du tourisme dont je vous parlais tout à l'heure jusqu'à la fin de la décade, il va falloir renforcer fortement l'hôtellerie 4 étoiles. Ce qui explique pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup de projets neufs qui sont en développement dans ce domaine pour servir en fin de compte ce besoin. Alors, ça a une autre explication aussi. Il n'y a pas que le besoin qui tire l'activité vers le milieu de gamme et le haut de gamme. Il y a le fait aussi que quand on catégorise les hôtels, on a les catégories extrêmes. Le grand luxe, donc c'est les 5 étoiles et Palace, sont des marchés très étroits et donc de ce fait dangereux au niveau investissement parce que le nombre d'acteurs étant limité, lorsqu'on possède de tels murs, il faut véritablement avoir l'assurance que son exploitant soit au rendez-vous. Et comme les exploitants sont peu nombreux dans cette gamme de marchés, c'est un marché à risque. Donc, pour faire de l'investissement, ce n'est pas forcément le segment le moins risqué en tout cas. Ensuite, à l'extrême, on a le secteur économique qui ne correspond plus vraiment aux besoins de la décade à venir, comme je vous l'expliquais à l'instant. Mais c'est aussi un marché un peu plus risqué. Pourquoi ? Parce que les marges dégagées par ces hôtels économiques sont tellement étroites qu'il ne suffit pas de grand-chose pour déséquilibrer cet équilibre économique. Donc, il est certainement pas très judicieux de se focaliser sur ce marché qui est voué à diminuer, pas à s'éteindre, mais en tout cas à diminuer, et qui en plus a des marges étroites. Au contraire, le marché le plus rentable, c'est le marché, comme vous l'avez vu, du 3 étoiles plus jusqu'au 5 étoiles. C'est ce marché qui se situe entre ces deux courbes et c'est le marché, en fin de compte, qui est le plus performant d'ores et déjà et qui devrait l'être encore plus dans les années à venir. Donc, inévitablement, si on doit s'orienter vers des investissements dans l'hôtellerie, c'est certainement un segment de marché à privilégier. Rapidement, sans rentrer dans le détail, comment peut-on investir dans l'hôtellerie sans être un spécialiste de l'hôtellerie, puisque bon nombre des investisseurs ont peut-être des fonds disponibles, mais n'ont pas forcément des talents hôteliers. Alors l'astuce, en fin de compte, c'est que les fonds qui sont portés par une holding permettent d'un côté d'acheter les murs, de l'autre côté de financer la société d'exploitation. Et cette société d'exploitation est donnée en gestion totale.
c'est externalisé totalement à ce qu'on appelle à une société de gestion hôtelière. C'est un prestataire externe, excusez-moi, un prestataire externe qui va s'occuper de gérer l'actif pour le compte de ses propriétaires via un contrat de management. Et ces gens-là sont payés sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité des hôtels. Donc, si ces gens-là ne garantissent pas le chiffre d'affaires et la marge de la société d'exploitation, ils ne sont tout simplement pas rémunérés. Donc, bien évidemment, que quand ces gens-là sont prêts à prendre un contrat de management, c'est qu'ils ont forcément qualifié et obtenu toutes les garanties de fonctionnement de l'hôtel sur le site sur lequel il est installé. Ensuite, à partir du moment où la société d'exploitation tourne bien, elle sera donc un bon payeur de loyer, ce qui nous permettra en fin de compte de collecter chaque année d'un côté la rentabilité sur les murs, de l'autre côté la rentabilité sur la société d'exploitation. Et à horizon 10-15 ans, au moment de la revente des titres et de l'actif, on ajoutera à ces revenus qu'on a collectés chaque année pendant 15 ans, ou 10-15 ans, et on ajoutera forcément la plus-value dégagée sur l'hôtel. Alors la plus-value, c'est-à-dire comment sont évalués les hôtels à horizon 10-15 ans, ils ne sont pas évalués sur la valeur des murs, mais ils sont évalués sur la rentabilité de l'affaire. La rentabilité de l'affaire évaluée soit sur le chiffre d'affaires, soit sur la rentabilité nette de l'opération. Et donc, c'est cette rentabilité qui permettra, en fin de compte, de donner une valeur à l'ensemble immobilier. Donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le vrai nerf de la guerre pour mener un investissement immobilier dans l'hôtellerie, le vrai nerf de la guerre, c'est de choisir un bon gestionnaire qui est capable de garantir tous les taux que vous voyez devant vous et qui nous permettra à horizon 10 ans de revendre correctement le dossier. Voilà. Ensuite, dernier petit slide pour vous expliquer, forcément, si vous vous positionnez en situation d'investissement, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment le moment d'investir alors qu'on est en pleine période de Covid? Alors la réponse est oui, c'est juste le bon moment. Cette date du webinaire tombe parfaitement. Pourquoi? Parce que on le voit bien, on arrive à la fin de la période de confinement. Probablement qu'on risque encore d'entendre un report d'ouverture des restaurants et des hôtels au mois de mars. C'est ce qui se prépare, semble-t-il. Mais quoi qu'il arrive, le gros des déficits a été acté et enregistré dans les bilans des hôtels en exploitation sur le marché de seconde main. Et donc, on va commencer à arriver au plus faible de leur valorisation. Et c'est maintenant qu'il va falloir se positionner comme acheteur sur un marché qui, encore il y a 9 mois, était complètement saturé. C'est-à-dire que quand on était investisseur d'hôtels en France et plus particulièrement à Paris, il était difficile de trouver des hôtels 4 étoiles, par exemple, en intramuros Paris. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on commence à avoir des produits intéressants qui se positionnent sur le marché. Et donc, c'est le moment de rentrer en discussion pour sélectionner les meilleurs d'entre eux. Sachant que le déficit 2020 restera de la responsabilité du vendeur et non pas de l'acheteur. Donc, c'est véritablement le bon moment de racheter. Autre avantage de racheter maintenant, c'est que les banques en ce moment sont en train de se tendre. Elles ont tendance à moins prêter d'argent, ou en tout cas avec plus de difficultés et plus de délais. Et que la meilleure façon de faire, c'est au moment du rachat, c'est de reprendre les prêts immobiliers qui avaient été contractés par les prédécesseurs. Et donc, ça permet de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire non seulement on rachète un hôtel, mais en plus, on arrive à récupérer le financement qui avait été négocié précédemment. Et comme les taux, ces derniers temps, étaient plutôt bas, les prêts à récupérer sont en général des prêts octroyés dans de bonnes conditions. Au niveau du VFA, alors le VFA, c'est la vente en neuf. Il y a des véritables opportunités en France à saisir. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y avait un déficit d'hôtels 4 étoiles, donc les promoteurs se sont mis à construire des hôtels. Alors, il y a une petite particularité, il faut viser des programmes immobiliers dont la livraison se fera courant 2023.
Alors pourquoi? Parce qu'un hôtel neuf met à peu près 3 ans avant d'arriver à sa période de croisière. Donc, si on devait l'ouvrir fin 2021, fin 2022, on aurait non seulement à subir encore les affres du Covid, et en plus la période de lancement. Donc, on reviendrait à financer, en fin de compte, les pertes liées au retard d'activité lié au Covid. Donc, attendons que le Covid disparaisse des bilans d'exploitation, attendons que nos hôtels reprennent des valeurs de croisière satisfaisantes dans ces eaux-là. Et à partir de ce moment-là, on pourra se payer le luxe de lancer des nouveaux hôtels pour les 3 prochaines années et d'arriver en période de croisière à horizon 2026. Le Covid sera bien loin derrière nous. Donc voilà. Et pour pouvoir sélectionner des hôtels en livraison 2023, eh ben, c'est maintenant qu'il faut se positionner, puisqu'un hôtel met à peu près 3 ans pour être livré. Donc, les marchés sont en train d'être verrouillés sur 2021. Donc, voilà un petit peu la situation de l'hôtellerie et de l'investissement. Je vous laisse la parole pour des questions-réponses. Très bien, merci beaucoup. Je pense que nous avons eu une heure très dense d'informations, tant du côté juridique comme du côté d'affaires, de commercial, de l'expérience sur les terrains des biens immobiliers. Nous avons quelques questions des participants. Donc, je pense une question plutôt de droit français pour Claudia et l'autre pour Yuri. Je suis là. Donc, je vous laisse répondre. Vous avez accès aux questions, vous partagez entre vous. Et si d'autres participants poser des questions, vous envoyez par le même biais des questions écrites et qu'on a la visibilité, on pourra, tous les participants pourront les répondre. Voilà. Yuri, tu veux commencer ou Claudia? Comme vous voulez, en fait. Voilà. Donc, il parle... La première question, c'est sur le terrain de Marigne. Hein? Je ne vois pas les questions, excusez-moi, ou quelqu'un pour m'aider à Vous avez trouvé? converser? Voilà, non. En bas, il y a questions et réponses, tout en bas de l'écran. Donc, la question, c'est, je vous la lis. Merci. J'habite et travaille en France. Comment puis-je transférer mon argent de la France au Brésil pour acheter un bien immobilier? Bon, je pense que tant vous comme Yuri pouvez répondre. Et l'autre question, quelles sont les particularités à connaître au sujet des terrenos de Marinha? Est-il possible d'en acheter à moindre risque, sachant qu'ils sont pour la plupart sous le régime de l'occupation? Donc, je vous propose que Yuri commence par les terrains de Marinha et après, l'un ou l'autre sur la question de transfert de fonds France-Brésil. Bon, terrain de Marinha, en fait, il s'agit de terrain de l'État brésilien, de l'Union, en fait, qui reste sur la côte. Donc, il y a une mesure, hein, mais qui normalement, c'est 33 mètres de la plage vers la côte, qui c'est l'État brésilien. Donc, il est possible d'habiter sur ces zones. En revanche, d'abord, en fait, comme c'est l'Union fédérale, hein, c'est la fédération, le propriétaire, il faut d'abord regarder si ce terrain il est passible d'habitation. La première chose, il faut payer aussi, si c'est possible, on peut faire, d'abord, bien sûr, il faut faire la recherche au sein de secrétariat responsable par les terrains d'Union, terrains de Marinha sur la plage, et voir si ce terrain est apte d'utilisation, d'habitation. Hein, d'utilisation. Il faut aussi quelque chose d'important dans ces cas-là, c'est voir avec la municipalité la question du respect des droits d'environnement. C'est en fait, c'est à niveau d'État, à la municipalité. Hein, il est possible, c'est important aussi de voir le niveau d'État, des États, hein, où est situé bien sûr, avec le terrain d'Union,
avec cela. Vous devez payer une taxe sur l'audêmio après en raison du transfert, mais il faut regarder. Par exemple, à Rio de Janeiro, nous avons des immeubles où c'est terrain de marinha, mais c'est condominium. Vous avez les titres de propriété, sauf que vous devez chaque fois, soit dans les transferts, payer quelque chose de l'Union. Il y a le forum. Mais d'abord, il faut vraiment regarder la question spécifique où est situé ce terrain pour savoir si d'abord il est passible de transfert d'habitation parce que de temps en temps, il n'est même pas enregistré auprès de l'Union fédérale encore. Il y a quelques terrains au nord-est, nous avons même fait des évaluations, qu'il n'était même pas enregistré encore parce que, au centre de l'Union fédérale. Donc, il faut tout faire une espèce de fourmi pour voir où se trouve la situation juridique. C'est bien. Merci beaucoup d'avoir mentionné la question de l'environnement. C'est une question de plus en plus présente dans nos vies et c'est une question sensible au Brésil comme partout dans le monde. Et les terrains dans les zones côtières sont des terrains très sensibles à des règles de l'environnement. Donc, ça fait partie de la due diligence qui doit être faite, la vérification des règles de l'environnement. Et les règles de l'environnement, ce sont les propriétaires qui sont responsables civilement et pénalement. Donc, il faut faire très attention aussi au Brésil en matière, par exemple, un exemple tout bête, vous avez un terrain et vous donnez en location à une station essence. Et l'exploitant de la station essence déverse de l'huile dans le sol sans avoir des récipients appropriés pour le faire. S'il y a un contrôle des autorités, le responsable n'est pas seulement l'exploitant. Le grand responsable, c'est le propriétaire qui a une obligation de vigilance. Donc, cette question d'environnement, c'est une question aujourd'hui, ce n'est plus une question accessoire, c'est une question au cœur des investissements immobiliers. Claudia, est-ce que vous voulez répondre à celle concernant le transfert des fonds? Oui, on m'écoute? Oui, on t'écoute. Oui, je peux répondre. Je peux répondre. Et après, je voulais revenir sur un sujet, peut-être revenir sur un sujet qui pourra intéresser les participants. Comme vous avez parlé de terrain de la marine, Marie-Isabelle, elle a aussi cité ce que j'appelle avoir la jouissance d'un terrain, pas forcément la possession, parce que le mot technique en portugais, c'est terreno de posse. Donc, en français, je traduis ça comme jouissance, parce que je reçois quelques personnes qui me consultent au sujet de... C'est une technique d'achat et de vente, parce que ce n'est pas l'acte définitif des ventes, mais c'est quelque chose quand même qu'au Brésil, il y a de la valeur. Il y a de la valeur et on a de nombreuses terres qui sont vendues et achetées comme de la jouissance, mais il faut marquer, il faut vraiment s'en occuper de la terre, de la maison que vous achetez si vous n'avez pas l'acte de propriété définitif. Mais c'est une technique d'achat immobilier très récurrente au Brésil. Peut-être les Français en ont déjà entendu parler, mais il faut regarder 2 fois plus c'est qu'on a, parce que c'est pas aussi solide que l'acte définitif. Voilà, je voulais faire ça parce que les terrains de la marine ça peut toucher aussi ces genres d'actes d'achat. D'actes d'achat, non, c'est fait par un compromis de jouissance. Voilà, quelque chose de très, très particulier au Brésil et peut-être dans d'autres pays aussi. Je pourrais répondre à d'autres questions si vous avez des questions sur cette technique d'achat au Brésil qui touche énormément des terres brésiliennes, d'accord? Donc, je vais venir sur la question, c'était les transferts en français qui veut acheter au Brésil, ou c'est le contraire?
Transfert des fonds, un Français qui habite en France, il veut transférer de l'argent pour acheter un bien immobilier au Brésil. Comment peut-il faire pour faire ce transfert? D'accord. Donc aujourd'hui, avant, je ne laissais pas mes clients acheter quelque chose, à transférer l'argent au Brésil sans passer par la Banque centrale du Brésil. D'accord? Ça a été quand même quelque chose, c'est ça les mieux conseillés, surtout si on veut rapatrier l'argent. Donc, une condition, c'est un passage sûr, on va dire cela comme ça. Donc, la technique, elle est assez simple. Vous avez un bien, vous avez une source d'argent en France qui est placée dans une banque, ou si c'est un bien immobilier, ou l'argent que vous avez gagné pour n'importe quelle raison, vous avez la possibilité de prouver l'origine des fonds. C'est la seule chose qu'on va vous demander au Brésil. Et si vous avez un document contractuel, c'est encore mieux. La banque brésilienne va accueillir votre argent à condition d'avoir un compte brésilien aussi. D'accord? Ou sinon, la dernière, voilà, je ne sais pas si ça a été clair. Les plus faciles, c'est d'avoir un compte bancaire en France, un compte bancaire au Brésil. Ces comptes doivent être au nom de la personne qui a l'argent en France. Voilà, ce sont des comptes nominatifs. Si vous voulez acheter la maison d'un vendeur, vous pouvez également faire ce transfert. La banque en France, elle va vous demander les compromis des ventes. C'est les premiers documents officiels avant de passer à l'acte aussi au Brésil. Elle va vérifier les documents et elle va faire ce transfert. Et la banque brésilienne va aussi demander un document. Comme ça, vous avez la preuve pour laquelle vous êtes en train d'envoyer l'argent, faire ce transfert international. Ce n'est pas trop ma méthode encore, mais il y a énormément de gens qui font. Aujourd'hui, il y a des cartes de paiement chargées à 200 000, 300 000 $. Voilà. C'est les montants de transactions dont j'ai l'habitude de travailler. Je ne travaille pas avec des millions au niveau de transfert international parce que ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Des cartes, par exemple, notre client, il a chargé une carte, il avait l'argent aux États-Unis, il avait une banque en Angleterre, donc il a envoyé l'argent des États-Unis en Angleterre, il a chargé une carte à 250 000 $, il a acheté son hôtel à 230 000 € en France. Vous voyez, et c'est passé comme une lettre à la poste. Je n'ai pas voulu intervenir, il était sûr de son coup, je l'ai laissé faire. Et c'était comme ça qu'il a fait ce transfert international. Donc, je ne sais pas si vous voulez d'autres précisions. Voilà ma réponse. Pour compléter, la question du transfert international, bien entendu, aujourd'hui, les banques, elles sont extrêmement attentives. Elles demandent des documents justifiant les frais, mais le grand problème des transferts des fonds dans les acquisitions immobilières au Brésil, c'est que nous n'avons pas le notaire comme séquestre. Donc, c'est un petit peu les diables qui mordent la queue. Le vendeur ne veut pas signer l'acte authentique de vente avant de recevoir les fonds et l'acheteur ne veut pas transférer les fonds au nom sur le compte du vendeur avant d'avoir l'acte authentique d'achat signé. Donc, en dépendant de la transaction, des rapports avec les banques, on peut on peut être chez les notaires en train de signer l'acte authentique de vente et avant de mettre la dernière signature, avoir la confirmation que la banque a envoyé les fonds. Mais c'est vrai que c'est assez délicat à cause de cette absence précieuse que c'est la figure du séquestre, du notaire séquestre. Donc voilà, et ouvrir un compte non résident au Brésil, ce n'est pas une petite affaire. C'était pire, beaucoup. C'est vrai. Aujourd'hui, la tendance, c'est que ces comptes soient ouverts avec plus de facilité, mais quand même, ce sont des comptes qui coûtent cher et qui sont assez contraignants. Donc voilà, l'idéal, c'est exactement ce que Claudia dit. Vous voulez acheter un immeuble au Brésil, vous ouvrez un compte bancaire, vous transférez votre argent de France vers votre compte bancaire au Brésil,
vous demandez à votre banque d'établir un chèque de banque qui est encore utilisé au Brésil. Vous allez chez le notaire avec les chèques de banque, vous posez sur la table, vous signez. Mais cette ouverture de compte n'est pas très facile. Donc, voilà. Il y a d'autres questions. Oui. Il est possible aussi, au lieu s'il y a cette difficulté ou s'il y a un grand investissement, pour éviter quelqu'un qui parte avec l'argent, c'est ouvrir une société brésilienne et c'est la société brésilienne, à vous, hein, vous êtes associé, qui achète le bien immobilier. Comme ça, c'est comme si vous venez ici et c'est une opération interne. Hein. Donc, ça rend plus sûr de l'opération dans ces cas-là. Bien sûr, il faut faire c'est un investissement encore plus grand parce qu'il y a l'ouverture et la maintenance de la société brésilienne. Juste un petit mot quand même. Nous, les avocats, ça fait partie de notre travail quand même, même si on ne peut pas s'engager à 100%. Lors d'une transaction immobilière où il y a un avocat franco-brésilien, nous avons un acheteur français et un vendeur brésilien, entre les banques et entre les documents auprès du notaire, je pense qu'on peut quand même accorder une certaine confiance. Nous ne sommes pas que des malhonnêtes au Brésil. Et donc, il y en a certains vendeurs, j'arrive à me rapprocher des certains vendeurs, et je conseille mon client à verser cet argent sous les comptes du vendeur en toute tranquillité, parce que déjà, la banque a accepté les fonds. Il faut voir que l'argent qu'on y sort dans banque classique en France, il va arriver sous les comptes du vendeur. Il prend à peu près une semaine, d'accord? Parce que les banques vont vérifier, notamment la banque brésilienne va vérifier la source de l'argent. Il ses contrats et il va être aussi amarré. Donc, je pense qu'en synchronisant les banques et les notaires, il y a un moyen quand même de sécuriser l'achat. Parce que ces vendeurs, on aura passé au peigne fin tous les actes, les 10 actes, les 10 certidões obligés qu'on est obligé de passer quand on vend en France. Donc, il y a un vendeur qui a envie de vendre et un acheteur qui a envie d'acheter. Donc, je pense qu'on peut quand même, selon l'idonéité de la personne, lui faire confiance et verser l'argent sur son compte. Sinon, on peut quand même mettre des clauses d'adjudication dans laquelle, si l'argent n'arrive pas, tout est bloqué. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a amarrer la situation contractuellement, sauf si les gars ont vrai enfoiré, qu'ils reçoivent l'argent de la vente, ils changent de pays, ils changent de banque, ils changent d'État. Mais j'aime pas envisager une négociation dans cet stade-là, mais je reste quand même dans le positivisme parce que je monte en enquête quand même sur les vendeurs pour savoir si on doit pouvoir les faire confiance et verser les fonds. C'est ma façon de travailler. Très bien. Voilà. Il y a une dernière question, Yuri, que je pense que vous pouvez répondre. Possible d'octroyer un prêt en France pour acheter un bien immobilier au Brésil en faisant du hedging pour ne pas être exposé au risque d'évolution défavorable du taux de change. Bon, en fait, donc, s'il veut, si j'ai bien comprendre hein, la question, s'il y a un bien immobilier au Brésil, il faut savoir d'où viennent les fonds. Si l'acheteur il fait ses prêts en France, bon, et cette opération de hedge est faite déjà en France, il peut envoyer ici au Brésil. Et donc, la relation en cas de problème, ça va être lui, si on parle qu'il est en France, et la société qui est en train de l'assurer, hein, ou la banque et tout ça. Hein. Et donc, moi, je ne vois pas un problème par rapport à ça. Difficile, c'est lorsqu'on trouve un peu le contraire, c'est quelqu'un qui veut acheter un bien au Brésil, il va payer, il fait investissement directement à l'étranger, il faut payer le client. Donc, ça, le client brésilien attend. Non, le client brésilien, normalement, l'opération brésilienne vient ici déjà avec les fonds qui arrivent sur son compte. Voilà. Mais tout à fait possible si vous êtes en France, vous faites cette opération en France hein, pour réduire les risques. Et après, vous envoyez
cet argent déjà frais pour arriver sur le compte. Et toujours sur les comptes, hein. Toujours penser qu'il faut faire l'opération entre les comptes. Il y a des gens qui demandent aussi, est-ce qu'il y a des banques brésiliennes avec des accords ou qui c'est plus facile avec une banque étrangère? Comme toutes les banques brésiliennes ont besoin de respecter les règles de la Banque centrale, même si avant il y avait la HSBC qui était au Brésil, à l'étranger, il y a toujours une frontière de législation et des contraintes. Donc, bien sûr, vous pouvez regarder avec Santander, qui est en Europe, qui est ici, mais ça va être toujours une opération individuelle, hein. Il n'y a pas quelque chose qui va être plus facile, plus rapide s'il y a les mêmes banques. C'est parce que, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que tu as répondu. C'est vrai que les financements internationaux peuvent se faire quand ce sont de grandes transactions. Les banques du siège peuvent financer. Quand ce sont des transactions plus personnelles, ce qui j'ai déjà vu, c'est l'obtention d'un prêt en France avec une prise d'hypothèque sur un bien en France et l'acquéreur, il utilise ça comme des fonds propres, tout en sachant qu'aujourd'hui, et Yuri a bien souligné, les contrôles de l'origine des fonds et du flux financier est chaque fois plus sévère. Écoutez, je vous remercie à tous énormément de nous avoir donné, ça nous a donné envie d'acheter un hôtel à Paris pour être prêt pour les Jeux Olympiques, hein, parce que je pense que Paris sera toujours Paris et que nous vivons une époque très difficile, mais c'est une époque, ça va passer. Les scientifiques sont là pour nous aider, pour que ce vaccin commence à être distribué le plus rapidement possible. Le Brésil aussi, mon Dieu, qui ne rêve pas d'avoir une maison au Brésil, de faire un investissement au Brésil aussi. Aujourd'hui, la situation brésilienne, comme la situation en France, comme la situation partout dans le monde, est entre parenthèses, mais le Brésil a un énorme potentiel dans tous les domaines. Donc, voilà, vous nous avez donné, messieurs de Verodi, un panorama très intéressant. Merci beaucoup, Maître Yuri Pontes, Maître Cláudia de Barros, de nous avoir éclairé sur tous ces points nécessaires, juridiques, nécessaires à sécuriser une opération. Merci à Rose d'avoir organisé ces webinaires avec tellement de soin comme elle le fait toujours. J'espère que la commission juridique, le Conjour, le Conjour va être sur le pont en 2021 pour vous informer, pour informer nos membres chaque fois plus sur les côtés, sur l'environnement juridique et fiscal. Et on va toujours essayer de faire ce qui a été fait aujourd'hui, parce que le juridique, c'est très intéressant, mais de temps en temps, ça peut être un peu ennuyeux et lourd. Donc, avoir la participation d'autres professionnels du métier pour avoir la perspective business avec la juridique, je pense que c'est les meilleures approches. Et en 2021, nous allons avoir des podcasts sur des sujets d'intérêt, des discussions entre avocats, avocats notaires, avocats professionnels pour illustrer et guider nos membres. Merci beaucoup. Je passe la parole à Rosie pour... À couper le son, Isabelle. Oui, je coupais le son parce que je t'ai passé la parole. C'est à toi l'honneur de clore. Merci, vous avez déjà tout dit. Et merci infiniment à tous les intervenants, en spécial à Yuri, qui est idéalisateur de thème.
Et on espère tous pour 2021. Je crois que c'est la dernière webinaire de l'année, mais je suis déjà en train de travailler pour 2021 notre calendrier. Donc, tout le monde est invité. Et comme Marie-Isabelle a dit, on va commencer pour la commission juridique à faire des innovations, à faire des podcasts. Et voilà, c'est l'innovation et le travail en conjoint, le mot pour 2021. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.